place. Bonjour Charles d'Anjou, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Lislat, oui, je vous entends très bien. Alors merci beaucoup d'être avec nous depuis la Russie, si je ne m'abuse. Absolument. Bon, alors est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de la situation sur place? Il me semble que donc pour Omerta, ça fait quelques jours que vous baroudez dans la zone, vous rencontrez des soldats, vous êtes sur le terrain. Alors est-ce que pour une fois, on pourra avoir un retour concret et véridique de la situation à Koursk? Oui, on vient de terminer un reportage avec une unité de dronistes. Ce sont des pilotes de drones de reconnaissance ou de drones kamikazes qui ont été transférés de la région du Donbass à la région de Koursk le lendemain de l'offensive ukrainienne, comme beaucoup d'unités russes qui ont été amenées en urgence pour bloquer les Ukrainiens qui était arrivé quasiment enfin, à une petite quinzaine de kilomètres de course, donc il y avait vraiment urgence. Et depuis, eh bien, alors dans un premier temps, leur objectif, leur mission était de protéger la centrale de Kourtchatov. C'est une centrale atomique de type Tchernobyl qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Koursk et qui était, selon toute vraisemblance, l'un des objectifs de l'armée ukrainienne dans son offensive du mois d'août. Et depuis, donc les Russes ont réussi dans un premier temps, à contenir l'armée ukrainienne, et puis ensuite à la repousser jusqu'à lui reprendre les deux tiers quasiment des 1200 kilomètres qu'elle avait conquis. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de réduire la présence ukrainienne, qui possède quand même encore une poche assez importante, mais elle se réduit de semaine en semaine. Et en allant faire ce reportage, on ne savait pas très bien euh, quel était l'état d'esprit des Ukrainiens, puisqu'ils sont vraiment ils sont loin de leur base, ils sont en territoire russe. Ils se prennent tous les jours tout ce que les Russes peuvent leur envoyer sur la figure, c'est envoyé. Et en fait, on comprend quand on est sur place que les Ukrainiens répondent à la mission qui leur a été assignée par Zelensky, c'est-à-dire tenir coûte que coûte le plus longtemps possible ce terrain, qui est un terrain boisé, très peu urbanisé, donc très difficile à tenir quand on est en défense, parce que on se défend mieux quand on a des bâtiments dans lesquels s'abriter, des infrastructures urbaines qui permettent de se fortifier. Là, il n'y a pas grand-chose en fait à part la ville de Souja, il n'y a pas grand-chose. C'est de la forêt et des champs. Mais ils tiennent coûte que coûte, ce qui prouve qu'ils ont encore contrairement à ce que disent certains, ils ont encore un moral d'acier. Et d'ailleurs, la pression russe augmentant, l'état-major de Kiev a envoyé très récemment à nouveau de très bonnes brigades, ces mêmes brigades qui avaient percé la frontière russe au mois d'août et qui s'étaient retirées ensuite pour laisser la place à des mobilisés. Eh bien, elles sont de retour pour essayer de retarder un maximum et de gêner l'effort russe pour les sortir de cette poche de Kursk. Alors pourquoi justement Zelensky tient autant à cette poche de course que vous avez dit? C'est essentiellement un terrain boisé, il n'y a pas grand-chose à part la ville de Souja, si je prononce bien. Alors Oui, c'est pourquoi? ça. Quel est l'intérêt de ce territoire? Est-ce que c'est seulement symbolique? Est-ce que stratégiquement, l'abandonner, ça représenterait aussi une épine dans le pied de Zelensky? Voilà. Quelles sont les raisons? Alors, comme j'ai dit, dans un premier temps, l'objectif, je pense, c'était la centrale atomique, puisque les Russes ont, eux, pris une centrale atomique ukrainienne qui se situe à Zaporizhzhia, donc dans le sud du Donbass. Et il est vraisemblable que les Ukrainiens aient voulu ensuite, prenant cette centrale, eh bien, récupérer comment dire, un élément de négociation assez fort avec les Russes, peut-être même faire un peu de chantage autour de. Bon, voilà, ça c'est clair. Après, il n'y a pas vraiment d'objectif, à part cette centrale nucléaire qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Il n'y a pas vraiment d'objectif, comme vous l'avez dit, stratégique, tactique sur le sol russe. C'est à mon avis essentiellement un objectif, une mission politique. Dans un premier temps, ça permettait aux Ukrainiens d'humilier Vladimir Poutine et de montrer que
de montrer qu'ils étaient capables de mener une invasion comme la Russie n'en a pas connu depuis Barbarossa, l'opération allemande de 1941. Ça, c'est incontestablement réussi. Et puis maintenant, et puis il y avait un troisième objectif aussi, c'était de montrer aux soutiens occidentaux que l'armée ukrainienne était en mesure d'infliger des défaites à la Russie et qu'il fallait absolument continuer à la financer, à la former et à lui fournir des armements. Voilà. Aujourd'hui, on sent que Zelensky est un peu fébrile et que voilà, l'avenir est incertain malgré tout. Et c'est un peu quand même la surprise, puisqu'on dit que l'armée ukrainienne manque d'hommes, etc. Et c'est vrai, mais les Ukrainiens continuent à vouloir se battre et ça c'est indéniable, quoi. Ils sont Ouais. Alors, pas du tout démoralisés. quand vous nous parlez de ce moral d'acier, ce sont vos mots, Charles d'Anjou, ce moral d'acier des Ukrainiens, est-ce qu'il faut y voir l'effet enfin, est-ce que les Ukrainiens croient encore à leur victoire? Est-ce que c'est ça qui les motive et qui les fait tenir? Ou bien est-ce que c'est une sorte d'élan d'honneur, de bravoure et de courage qui les fait penser que voilà, ils tiendront jusqu'au dernier, même s'ils s'imaginent bien que désormais ça va être compliqué pour l'Ukraine? Mais je crois qu'il y a les deux. Il y a d'abord le fait de se sentir soutenu par l'Europe occidentale et par les États-Unis. Ça, c'est voilà. Ça, c'est sans ce soutien-là, ils auraient déjà craqué, c'est évident. Ce qui pose le problème du début d'année prochaine. Si les Américains relâchent le soutien, là, effectivement, ça aura un impact évident sur le terrain, sur le moral. Mais il y a aussi des raisons plus locales. C'est que je crois que quand même une bonne partie de l'Ukraine, notamment de l'Ukraine de l'Ouest, toute l'Ukraine qui démarre à Kiev et qui se termine à la frontière roumaine, près de Lvov, est en fait devenue foncièrement anti-russe. Et ils ont un logiciel nationaliste qui les replonge un peu dans la nostalgie de la Seconde Guerre mondiale, quand ils avaient pu se libérer de l'emprise soviétique, avec un narratif aussi qui, dans leur tête, je dirais, ils ont l'impression de se battre contre des Slaves, puisque les Russes sont Slaves en grande Ouais. majorité, des Slaves, euh, comment dire, asiatisés, des Mongoloïdes. Et ça, c'est très, très présent dans le narratif, et dans la symbolique, dans tout ce qu'on peut voir comment dire, pas seulement des brigades nationalistes ukrainiennes, mais je crois que maintenant, ça a imprégné quand même, même dans l'armée ukrainienne classique, il y a quand même un fond où ils sont convaincus d'être des Slaves purs et que les Russes voilà, sont des Mongoloïdes. Et donc, voilà, c'est un mélange de plein de choses. Mais force est de constater que pour s'accrocher comme ils le font dans la région de Souja, c'est qu'ils en ont les moyens techniques, militaires. Ils ont beaucoup, beaucoup de drones. Ça, on a pu le voir. Et ils ont aussi, il leur reste quand même une motivation qui est certaine et qui, même dans une région difficile où il est difficile de s'accrocher, il est difficile de se battre, où ils ont beaucoup de pertes, ils restent quand même très tenaces. Alors, on a l'impression que le regard, en tout cas de la France, mais peut-être le regard international, est en train de se détourner presque de l'Ukraine, puisque désormais, le sujet, ce n'est plus le conflit sur le sol ukrainien, c'est simplement Poutine. On peut lire dans toute la presse, Poutine menace de déclencher une guerre mondiale, Poutine teste de nouveaux missiles qui pourraient être des missiles nucléaires. Alors voilà, est-ce que pareil, vous pourriez nous en dire plus et peut-être déjà nous réexpliquer dans quel contexte s'inscrivent donc ces déclarations de Vladimir Poutine qui assure que la guerre pourrait donc devenir mondiale? En fait, les Ukrainiens ont reçu l'autorisation d'utiliser des missiles à moyenne portée sur le sol russe, mais dans un rayon qui dépasse ce qui leur était jusqu'à présent autorisé. C'est-à-dire que là, ils ont un rayon de plus de 300 km. Donc, ils peuvent frapper bien au-delà pas à Moscou, évidemment, c'est trop loin. Mais le rayon d'action de ces missiles est augmenté et c'est une autorisation américaine et une autorisation aussi plus largement occidentale, puisque les Ukrainiens ont reçu des missiles
des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de différents pays. En réalité, donc la réaction de Poutine, en fait, Poutine réagit à cette autorisation d'augmentation de la capacité de frappe ukrainienne. Mais au fond, et lui, donc, il parle de mondialisation du conflit, mais en fait, il n'est pas le seul à en parler, puisque on voit bien qu'il y a une montée côté occidental, côté russe, une espèce de tennis où à chaque frappe de balle, chacun monte d'un cran. Mais c'est autant Poutine que les Occidentaux, Ouais. puisque les Occidentaux, je lisais ce matin un article dans le Figaro de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, et de son homologue britannique, qui font de la dépoutinisation leur priorité dans leurs tâches diplomatiques. On voit bien que au-delà de la guerre en Ukraine, en fait, maintenant, c'est l'opposition de, d'une partie du monde occidental, c'est-à-dire les Russes et l'Europe de l'Ouest, en gros, et les États-Unis. Quoique, peut-être qu'avec Trump, il y aura des changements significatifs. Mais voilà, on voit bien que maintenant, il y a au-delà des mots et puis d'une guerre qui est. Il y a un caractère mondial dans cette guerre, puisque les Occidentaux aident les Ukrainiens en leur fournissant de l'armement, des financements, des formateurs, etc. Et de l'autre côté, les Russes ont reçu le soutien technique, financier des Chinois et humain, surtout des Nord-Coréens, mais aussi de beaucoup d'autres nations. Là, quand nous étions, il y avait des Colombiens, il y avait des Africains, il y avait des Sri Lankais, il y avait des Chinois. Enfin voilà. Mm. Donc c'est une mondialisation du conflit à petite échelle, mais elle existe. Voilà. Mais plus profondément, de toute façon, c'est ce que Poutine a acté avec le lancement de cette guerre, la rupture d'une partie de l'Europe de l'Est, une partie du monde slave, avec, l'Europe occidentale, l'Occident qui considère comme dégénéré. Ouais. On va revenir à toutes ces questions géopolitiques, Charles d'Anjou, mais avant cela, un détour justement par presque ces campagnes de communication, quel que soit le camp qu'on souhaite défendre, chers auditeurs, il faut néanmoins reconnaître qu'en l'occurrence, toute la presse présente aujourd'hui Poutine comme étant un fou furieux qui se serait réveillé un matin en voulant tester des missiles nucléaires. Personne ne parle justement de cette réaction, et qui dit réaction dit que, voilà, que ça arrive dans un second temps et que c'est une escalade finalement que chacun alimente. C'est pas la première fois qu'il y a des lignes rouges qui avaient été fixées par le Kremlin qui sont franchies. Alors est-ce que c'est la loi de la guerre? Est-ce que de toute façon toutes ces lignes rouges elles étaient vouées à être dépassées, puisque il faut bien le faire à un moment donné si on veut remporter le conflit? Ou bien est-ce qu'il y a quand même un jeu d'influence de la part des États-Unis qui vient s'immiscer là-dedans et qui alimente malgré tout l'embrasement de la zone, Charles d'Anjou? Pour moi, c'est un peu inévitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu, enfin, avec l'élection de Donald Trump, l'élection de Kamala Harris aurait, je pense, finalement simplifié les choses, que les Russes savent à quoi s'attendre, savaient à quoi s'attendre avec elle, les Ukrainiens aussi. On voit que Biden, d'ailleurs, accélère les livraisons, y compris de mines antipersonnelles, qui peuvent causer beaucoup de dégâts dans la population civile, là, tant qu'il le peut encore. Et l'élection de Trump vient un peu bouleverser tout ça, c'est-à-dire que les deux camps sont dans l'expectative. Les Russes, je pense, apprécient Donald Trump pour ce qu'il est. Ils savent comment lui parler, ils ont compris qui il était. Je crois qu'humainement, ça colle assez bien. Les déclarations durant sa campagne, et là, les dernières déclarations, celles d'Elon Musk, du fils de Donald Trump, etc., colle assez bien avec ce qu'il voudrait faire. On voit qu'il y a un dialogue qui est possible. Et côté ukrainien, eh bien évidemment, on attend de voir ce qui va se passer. Et je pense que tout va dépendre comment dire, de la dynamique que va impulser Donald Trump après son investiture fin janvier. Et de ça va un peu dépendre le sort de la guerre. Moi, ce que je peux dire, c'est que, enfin, je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que les Ukrainiens, pour le moment, de ce qu'on a pu en voir,
euh, ne lâche pas facilement et que les Russes n'ont aucune envie de s'arrêter. Mm. Et ils n'ont aucune envie de s'arrêter parce que de leur côté, il faut bien comprendre qu'ils ont lancé une dynamique où sur le terrain, ils ont avec difficulté et ça a pris du temps, mais ils ont lancé le fameux rouleau compresseur russe, c'est-à-dire que ça y est, la machine est lancée et que elle sera compliquée à arrêter et qu'ils ont les moyens que leur fournissent les ventes de pétrole, de gaz, mais aussi tout le complexe militaro-industriel russe qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils sont tout à fait autonomes et suffisants euh, pour continuer à mener cette guerre et à l'amplifier. Et puis, de l'autre côté aussi, voilà, il a entamé, on l'a vu avec le sommet des BRICS il y a un mois, il a entamé quand même cette guerre a quand même changé le monde. Pour la première fois, et les Russes sont en première ligne, euh, une bonne partie des pays de la planète qui contestaient l'hégémonie américaine occidentale, notamment ces valeurs LGBT, tout ça, les valeurs entre guillemets morales que l'Occident essaye d'imposer un peu partout dans le monde, eh bien là, pour la première fois, avec les Russes, ils peuvent relever la tête et commencer à dire non. Donc ça, c'est au-delà de la guerre en Ukraine, c'est un changement qui à mon avis, enfin, qu'on pourra observer encore dans les prochaines années, voire peut-être, ce sera peut-être plus long d'ailleurs, mais c'est un changement de fond à mon sens. Mm. Et je crois que au vu des déclarations de Jean-Noël Barrot, là, le ministre des Affaires étrangères français, je crois qu'on n'a pas encore bien saisi ce que ça impliquait. Euh, et voilà, il y a évidemment une fracture idéologique dans ce nouveau monde, et la guerre en Ukraine en est aujourd'hui l'épicentre. Mm. Vous dites qu'on n'a pas encore vraiment saisi ce qui était en train de se passer. Est-ce que vous pourriez développer Je mets ça justement, enfin ça fait résonance à toutes les déclarations qu'on a pu entendre sur les différents plateaux télévision de France. On entend des chroniqueurs qui expliquent que désormais il faut augmenter le budget de l'armée. Alors ça, on peut être d'accord, on peut être d'accord avec cette mesure, mais ce serait voilà pour pouvoir faire la guerre à la Russie directement qu'il faut se préparer justement à une guerre physique. Voilà, est-ce que vraiment il faut se préparer? Est-ce qu'on est en train d'alimenter le conflit? Comment est-ce qu'on se positionne pour le moment et en quoi justement on n'a pas saisi la mesure de ce qui était en train de se passer, Charles Danjou? Mais je pense que le risque pour les Européens qui ont décidé par tous les moyens de faire tomber Vladimir Poutine, qui disait malade, cancéreux, euh, peut-être victime d'un coup d'État, etc. Tout ça, on l'a entendu il y a un an et demi, 2 ans sur les plateaux de télévision des chaînes mainstream. Aujourd'hui, pour continuer à vendre la guerre, comme dirait notre ami Pierre Conessa, eh bien, il faut trouver un narratif. Le narratif, c'est d'expliquer que la guerre devient mondiale et qu'on va entrer en conflit avec la Russie, ce qui est faux, ce qui est grotesque. Mais il faut bien trouver des éléments de langage nouveaux pour continuer à expliquer, pour expliquer que si Donald Trump arrête ou diminue le soutien à l'Ukraine, il va falloir que les Européens et les Français payent plus et fournissent plus d'armement. Mm. Tout ça, à chaque fois, c'est le même procédé. Il y a quelques mois de préparation psychologique, donc défi sur les plateaux de télévision des gens qui vous expliquent que les Russes vont débarquer à Paris et qu'il faut reprendre les armes. Ce qui est grotesque pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que les Russes n'ont aucun. D'abord parce qu'il y a la dissuasion nucléaire et que les Russes savent très bien. Enfin, je veux dire, l'arme nucléaire a changé le paradigme des relations internationales et c'est évidemment totalement exclu que deux puissances nucléaires se fassent la guerre directement sur le sol de l'une ou de l'autre. Deuxièmement, c'est grotesque euh, parce que la France n'en a pas les moyens financiers, n'en a pas les Mm. moyens industriels, on n'est pas capable de produire déjà des obus quasiment pour notre propre consommation. Donc, on a évidemment 10 trains de retard pour remonter l'appareil industriel de défense. Et puis c'est grotesque parce que qu'est-ce que vous allez faire en France? J'aimerais bien savoir comment on va mobiliser les jeunes Français pour aller leur faire la guerre. C'est totalement impossible. On voit déjà qu'une mobilisation en Ukraine ou en Russie, ça se passe pas forcément toujours bien.
en ce moment. Là, en Russie, il n'y en a eu qu'une, mais là, en Ukraine, elle est permanente et on voit des images d'Ukrainiens qui sont raflés dans des concerts chez eux, dans la rue, etc. Donc, c'est pas évident. Donc, imaginez ce que ça donnerait en France s'il Ouais. fallait mobiliser les jeunes Français. Et puis, l'armée française, faut dire aussi, l'armée française a fait des guerres contre le terrorisme, fait des opérations antiterroristes de plus ou moins grande envergure, que ce soit en Afghanistan, au Sahel depuis 20 ans, mais elle n'a aucune expérience de guerre de haute intensité. Et on peut critiquer les Russes, on peut leur trouver beaucoup de défauts, et parfois on peut penser qu'ils bricolent un peu, etc. Mais en fait, ils savent faire la guerre. Et aujourd'hui, je suis pas certain que l'armée française, qui serait capable de déployer que 3 ou 4 brigades, c'est-à-dire 30 ou 40 000 hommes, puisse sache faire la guerre dans des conditions extrêmes. Mm. L'armée française a des qualités, mais on voit bien que dans le, dans le secteur des drones, de l'artillerie, de la guerre de tranchées, etc., on est complètement à côté de la plaque. Et c'est ce que disent d'ailleurs on a du retard, en fait. On pourrait travailler, on pourrait acquérir les compétences, mais on a beaucoup de retard. Et c'est ce que disent les Ukrainiens, d'ailleurs. Quand les Ukrainiens viennent se former en France, là, il y a la brigade Anne de Kiev qui est partie il y a une semaine rejoindre l'Ukraine. Et en fait, les Ukrainiens disent, mais qu'est-ce que nous apprennent les Français? Pas grand-chose. C'est plutôt nous qui devrions leur apprendre, parce que c'est vrai que cette guerre n'a aucun équivalent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Quand vous avez rapidement évoqué Trump, et donc on peut reparler de ses positions plutôt pacifistes, si Donald Trump choisit de se retirer ou en tout cas de calmer son implication justement dans ce conflit, l'implication des États-Unis, est-ce que vous pensez que les Européens resteront engagés malgré tout, ou bien est-ce qu'une fois de plus, le travail d'influence des États-Unis pourrait aussi pousser l'Europe à se désengager d'une certaine façon? Alors ça, c'est une excellente question, et c'est ce qu'il faut observer en ce moment. Euh, de ce que je peux voir, on peut observer par exemple un individu qui s'appelle Benjamin Haddad et qui est ministre des Affaires européennes et qui court en ce moment les plateaux de télévision pour expliquer qu'il faut soutenir l'Ukraine et qu'il faut que l'Europe prenne le relais des États-Unis si jamais Trump faiblit dans son soutien à l'Ukraine. Tous ces gens étaient d'ailleurs farouchement anti-Trump pendant la campagne présidentielle américaine. Donc aujourd'hui, ils sont dans l'urgence parce que leur plan ne s'est pas réalisé, Kamala Harris n'a pas été élue, et ils doivent trouver des solutions pour continuer cette guerre en Ukraine. Et pourquoi continuer cette guerre en Ukraine? C'est-à-dire que les Européens sont en train de devenir plus radicaux que ne l'était l'administration Biden. Et pourquoi? Et là, il faut revenir. C'est pas une question de menace territoriale, etc. Je suis convaincu que les Russes, autant l'Ukraine, on est dans leur précaré, on est sur une partie de l'ancien empire tsariste, de l'Union soviétique, etc. Il y a une partie de l'Ukraine qui est russophone. Il y a du sens là-dedans. Bon. Mais euh, il y a- c'est tout à fait grotesque d'expliquer d'expliquer que l'Europe occidentale est menacée territorialement par la Russie. Ça ne tient pas la route. En réalité, tous ces gens cherchent à faire peur à l'opinion publique pour que l'opinion publique soit convaincue qu'il faille rapidement passer à la caisse pour soutenir l'Ukraine. Et la raison fondamentale, si elle n'est pas celle d'une invasion territoriale possible, probable de la Russie, etc., c'est qu'en fait, la Russie, sur un plan idéologique, est à l'opposé de ce que souhaite, du modèle de société que souhaitent ces élites, en particulier, il faut bien dire, de toute la Macronie et une bonne partie de l'extrême gauche. C'est-à-dire que la Russie est un pays où la spiritualité tient une place centrale. La Russie est un pays où les valeurs morales sont reconnues et sont reconnues d'utilité publique. Il n'y a pas de publicité pornographique dans les rues. La Gay Pride est interdite. Tout un tas de choses qui, en fait, bien avant cette guerre en Ukraine, révulsaient déjà euh, toute cette petite équipe occidentale. Voilà, la Russie est l'anti-modèle de société occidentale qu'il faut abattre. Et là, avec la guerre en Ukraine, c'était le moyen, pensait-il au départ, parce qu'il pensait que la Russie s'effondrerait,
de dégager Poutine et de pouvoir libéraliser, et de pouvoir changer la Russie. En réalité, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que les Russes sont entrés en guerre idéologique contre une partie de l'Europe occidentale, contre les élites occidentales. Voilà ce qui s'est passé. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont dans l'urgence et eh bien, ils font avec ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire essayer de manipuler l'opinion pour essayer de financer et d'aider l'Ukraine. Oui, quand on vous écoute, on comprend qu'on a péché par orgueil. Vous nous dites que voilà, on espérait que, enfin, en tout cas, on s'attendait à ce que la Russie s'effondre en engageant, enfin, en s'associant à ce conflit lorsqu'il a débuté. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Et aujourd'hui, la Russie, vous allez nous dire si je me trompe, mais la Russie se présente plus puissante et influente que jamais, avec donc bien sûr sa position, notamment sur le front de course que vous trouvez, ce fameux rouleau compresseur qui a été mis en place, mais aussi l'apparition d'alliances, y compris économiques, avec l'ensemble des BRICS. On a vu ce grand forum. Voilà. Est-ce que finalement cette guerre, ça n'a pas eu l'effet inverse escompté? Est-ce que le jour où elle se finira, quel que soit le vainqueur, a priori, pour l'instant, ça se présente assez mal pour l'Ukraine et l'Europe. Justement, on n'aura pas donné l'occasion à la Russie d'asseoir plus que jamais son influence et sa puissance de ce côté-là du monde. Oui, absolument. Alors, en Russie, tout n'est pas rose non plus. Il y a je veux dire, les Russes résistent très bien aux conséquences de cette guerre. Ils ont réussi à contourner les sanctions, etc. Ceci étant, il y a de l'inflation. Tout n'est pas, voilà, il y a un manque de main-d'œuvre, évidemment. Donc, tout n'est pas rose. Mais effectivement, les Russes, actant la rupture avec le monde occidental, se sont engagés pleinement dans de nouvelles alliances, notamment avec la Chine, mais pas que d'ailleurs, avec beaucoup de pays du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite. Ils ont développé de nouvelles alliances, ils ont trouvé de nouveaux débouchés pour leur gaz et pour leur pétrole. Voilà, je pense que parce que les Russes, puisque Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 2000, les Russes regardent le temps long. Ouais. Donc ils savent qu'à court terme, il leur faut gagner cette guerre, ne serait-ce que pour une raison intérieure. Ils ne peuvent pas partir avec une demi-victoire parce que la population russe ne le comprendrait pas. Elle ne comprendrait pas autant d'efforts et autant de pertes, autant de sacrifices pour un résultat en demi-teinte. C'est tout à fait à exclure, ce qui veut dire que les Russes vont continuer jusqu'à récupérer des objectifs significatifs qui leur permettent d'expliquer qu'ils sont à la population qu'ils sont victorieux. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, évidemment, ils ont conscience qu'avec Donald Trump, ils peuvent s'entendre, ils peuvent trouver après la guerre, une fois une partie des sanctions levées, etc., ils peuvent trouver des terrains d'entente. Ça, ils l'ont bien compris. Mais ils savent que Donald Trump n'est président que pour 4 ans. Et que dans 4 ans, c'est peut-être un démocrate ou une démocrate qui sera élu. Et donc, ils ne peuvent pas, en considérant le temps long, puisque c'est redevenu un empire, que Poutine est un peu, est un peu un tsar, il sait très bien qu'il faut préparer l'avenir et que dans 4 ans, tout peut à nouveau changer. Donc, c'est ce qui nous manque dans les démocraties occidentales, c'est-à-dire que comme, comme comme il y a ni cohérence ni en fait intérêt national dans les politiques qui sont menées, eh bien, on n'a pas de ligne directrice, on sait pas trop où on va et voilà, Mm. on manque de profondeur stratégique. Voilà, c'est ce que les Russes eux ont par contre. Et puis ensuite, quand je voyais Emmanuel Macron dans sa tournée en Amérique du Sud, qui dit du président argentin avant d'atterrir à Buenos Aires, qui le compare à un Trump de la Pampa. Je veux dire, tout le monde rigole en fait. Enfin, Mm. on n'a pas encore totalement conscience à quel point ce président et ses ministres nous ont ridiculisés et ont abaissé l'image de la France et l'influence de la France dans le monde, Mm. Et, contrairement aux Russes.